bonjour à tous. Donc effectivement, je vais parler du risque médical lors du déchargement des containers, d'une façon plus générale dans la logistique, mais mon propos va quand même particulièrement porter sur le déchargement des containers. Lors de ces déchargements, les salariés concernés, qui représentent quand même environ 2 millions de salariés en France, peuvent être exposés à des gaz pour lesquels ils n'ont pas forcément de connaissances. En effet, ce qu'on a déjà vu, ces gaz peuvent être émis par les marchandises transportées, mais également être issus des traitements par fumigation. Il n'est pas interdit qu'un conteneur voyage sous gaz. Toutefois, si c'est le cas, il doit y avoir des documents de transport qui vont suivre le conteneur pour informer les salariés des risques. Et également, le pictogramme que je vous ai mis sur le diaporama doit être apposé au conteneur. Ceci n'est pas toujours le cas et c'est de là que va venir le principal risque. Pour preuve, je vais vous reprendre quelques chiffres qui avaient été présentés au 18e congrès de la Société de pneumologie, où sur une analyse de 400 containers, la quasi-totalité présentait des résidus de gaz de fumigation, sans que pour autant il y ait de signalement sur le container. Certains d'ailleurs étaient CMR, classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, et 20% étaient à des taux supérieurs aux limites autorisées. De plus, ces gaz de fumigation peuvent être absorbés par les matières transportées et être largués secondairement. Ces gaz vont pénétrer principalement dans l'organisme par voie pulmonaire. Ils vont atteindre différents organes et pour certains peuvent avoir des effets cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, ce qu'on a déjà vu par rapport aux gaz listés précédemment. La toxicité va dépendre bien évidemment de la substance utilisée, mais également d'autres données que nous allons voir au travers de situations pratiques qui ont pu être rencontrées sur les lieux de travail. J'ai choisi de présenter en termes de toxicité la phosphine, parce que c'est vraiment le gaz que l'on rencontre le plus souvent. Alors, la phosphine a une toxicité connue chez l'homme. Elle a une valeur limite d'exposition professionnelle 8 heures et une valeur limite d'exposition court terme également. Elle va pénétrer dans l'organisme par inhalation et va venir agir au niveau de la mitochondrie, c'est-à-dire qu'elle va bloquer complètement la production d'énergie au niveau cellulaire. Différents organes peuvent être atteints, je vous ai les listés là. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on va avoir une atteinte de plus en plus grave en fonction de la durée d'exposition, mais également en fonction de la concentration d'exposition. Par exemple, pour le cerveau, sur des expositions à faible concentration ou à faible durée, on va avoir des symptômes de type maux de tête. Si cette concentration augmente ou si la durée augmente, on va avoir des effets beaucoup plus importants qui peuvent aller jusqu'à la convulsion, le coma, voire le décès du patient. Donc c'est vraiment un sujet qui doit être pris très au sérieux. Des situations de décès ont effectivement pu être rencontrées. Donc là, je vous ai repris des situations retrouvées dans la littérature scientifique ou des situations que j'ai pu rencontrer dans mon expérience personnelle, avec cette situation malheureuse, dramatique, un décès d'un marin au large de Brest en 2008 en lien avec la phosphine. Alors la phosphine est un gaz potentiellement mortel. Le gaz qui serait encore plus dangereux pour l'homme est le bromure de méthyle. C'est pour ça que ce gaz, effectivement, a été interdit, ce qui vous a été dit tout à l'heure, en France et dans d'autres pays, mais malheureusement encore utilisé et peut arriver en France par le biais de pays étrangers. Sur cette étude faite à Hambourg sur plusieurs années, ce qu'on peut relever, c'est que les gaz principalement retrouvés étaient le bromure de méthyle, la phosphine, le 1,2-dichloroéthane. Et sur cet exemple-là, je voulais vraiment insister sur une exposition unique qui peut entraîner des séquelles à long terme, qui peuvent durer des semaines, des années, voire à vie. Ces séquelles touchent principalement le système nerveux central, avec des troubles de la mémoire qui sont avérés par des tests, et également les poumons, avec des salariés qui vont présenter des hyperréactivités bronchiques non spécifiques, une forme d'asthme si vous voulez, qui peut perdurer à vie. J'ai souhaité également présenter cet exemple sur Paris, qui a eu lieu chez un déménageur, donc en plein Paris. Donc là, on est loin quand même, on est loin des ports, on est loin des entrepôts logistiques, mais on est quand même sur un déchargement de containers où il y a eu des effets, avec pareil un salarié qui a présenté des séquelles neurologiques à long terme. Et quand l'article est paru sur cette publication, cette situation-là, le salarié n'avait toujours pas repris son travail plusieurs mois après en raison de séquelles neurologiques importantes. L'exemple suivant que j'ai voulu évoquer a concerné 16 marins. Donc là, l'idée, c'est de se dire
quand à l'entrée d'un container, s'il y a déjà un salarié qui se plaint de symptômes, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Si vous avez la totalité des salariés qui présentent les mêmes symptômes, là clairement il y a une fumigation, il faut arrêter le déchargement. Pour ma part, les situations que j'ai pu rencontrer, dans une des situations, avaient été retrouvés des sachets de phosphure métallique dans le container. C'est-à-dire que normalement, dans la plupart des cas, la fumigation est faite avant le départ du container. Le container est réouvert, ventilé, les sachets sont enlevés. Ce n'est pas toujours le cas. Et là, effectivement, lorsque le container arrive, en ouvrant ce container, avec l'entrée d'air dans le container et d'humidité notamment, là, l'air va réagir avec les sachets de phosphure métallique et refaire un dégagement de phosphine. Lorsque les salariés sont rentrés dans le container, il y avait déjà un protocole qui avait été mis en place avec une ventilation d'une demi-heure du container. Malgré tout, les salariés se sont plaints à l'entrée du conteneur d'une forte odeur. C'est que l'odeur n'est pas forcément en lien avec la toxicité, mais quand même ça peut parfois être un signe d'alerte. Le dépotage a commencé. Au bout d'une heure, les salariés ont présenté une forte irritation oculaire et cutanée. Le déchargement a continué avec des masques de type P2 qui, pour le coup, n'étaient pas adaptés à cette activité. Et ils ont présenté, au bout d'une heure supplémentaire, des nausées, des étourdissements, des malaises. Donc là, forcément, les pompiers sont intervenus. Les salariés ont été hospitalisés pour surveillance, parce qu'on peut toujours avoir un œdème aigu du poumon retardé. Heureusement, ces salariés-là n'ont pas eu de séquelles à long terme. Mais c'est une situation qui a vraiment été prise très au sérieux par l'entreprise, dans l'autre situation également, avec un protocole renforcé mis en place, une ventilation plus importante, voire une ventilation mécanique des containers, des mesures qui ont été mises en place, des mesures ciblées qui ont été mises en place, et puis surtout une formation et une information du salarié. Effectivement, la prévention est vraiment primordiale, comme pour tous les risques, avec ce protocole de déchargement qui doit être mis en place, la ventilation, ce que je viens de dire, des mesures si besoin. Je voulais quand même insister sur le port de masque, sur les EPI. Les EPI ne sont pas nécessaires tout au long du déchargement, mais pour certaines phases, il va être important de protéger les salariés par des EPI, donc des masques notamment, qui vont être la plupart du temps des masques de type A2, B2, P3, une tenue de travail bien évidemment, des gants. Et je dirais que ces équipements de protection vont être nécessaires lors de l'ouverture du container, lors des mesures, si les mesures se font en entrant dans le container, ce qui n'est pas toujours le cas. Effectivement, aujourd'hui, on peut faire des mesures sans entrer dans le container. S'il y a bien évidemment ces sachets de phosphure métallique, on ne va pas les sortir du container, il y a tout un protocole à mettre en place, on ne va pas les sortir du container sans se protéger soi-même. Et puis, bien évidemment, la situation où un salarié aura un malaise dans le container. Là, il va falloir le secourir, mais pas sans se protéger soi-même. Donc, intervention avec des protections respiratoires, sortie du collègue, fermeture du container, appel bien évidemment des secours pour la conduite en tenir qui va passer la plupart du temps par une hospitalisation pour surveillance et puis une déclaration d'accident du travail. Concernant le suivi médical de l'état de santé de ces travailleurs, il existe pour orienter le questionnaire un très bon questionnaire, le questionnaire FUMEX2, qui existe en version française. Donc ce questionnaire va reprendre des questions sur l'environnement professionnel du salarié. Est-ce qu'il est au courant qu'il y a un risque chimique? Si c'est le cas, est-ce qu'il a déjà été exposé à des substances chimiques? Est-ce qu'il connaît le nom? Et puis après, il y a tout un listing de symptômes, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de symptômes spécifiques. Donc là, ça permet quand même de les relister de façon un petit peu exhaustive. Et puis un examen clinique, bien évidemment, examen pulmonaire, examen neurologique. Concernant les examens complémentaires, ceux-ci sont orientés en fonction des symptômes. Un salarié qui n'aurait pas du tout de symptomatologie respiratoire, il n'y a pas forcément d'intérêt d'aller explorer cette fonction-là. Un salarié qui présenterait des symptômes de la mémoire, on peut tout à fait faire une exploration de cette fonction cognitive. En ce qui concerne la biométrologie, alors pour la phosphine qu'on rencontre principalement, je n'ai pas retrouvé un indicateur précoce qui pourrait amener à faire un suivi adapté. Sur la partie gaz et vapeur émis par les marchandises, alors on a vu que sur la partie qui avait concerné
les 4 manutentionnaires donc, avaient été retrouvés de la phosphine, de la chloropicrine, mais également du styrène. Alors, le styrène, pour le coup, est émis par les marchandises transportées. Le styrène a également une valeur limite d'exposition professionnelle. Il va pénétrer par voie pulmonaire, comme la plupart des toxiques. Il va atteindre différents organes et là, ce qu'on peut voir, c'est que la plupart des organes sont les mêmes que les gaz de fumigation. Donc on va avoir cet effet qui peut se potentialiser avec cette polyexposition. En plus, certains gaz ou vapeurs émis par les produits transportés peuvent être cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Les études sur ces gaz émis par les marchandises montrent qu'on est dans la plupart des cas quand même sur des valeurs plus faibles que les gaz de fumigation. Toutefois, on peut avoir quand même des produits classés cancérogènes, donc on peut déjà se questionner là-dessus. On peut avoir aussi l'exposition de femmes enceintes et puis on peut avoir une exposition de salariés qui pourraient présenter des pathologies médicales. C'est cette situation-là que je voulais vous présenter, avec un salarié qui avait un problème d'asthme, qui a commencé à travailler dans un entrepôt dans lequel étaient stockés des produits qui n'étaient pas emballés. Les études dans d'autres entrepôts de ce type ont montré qu'il y avait des poussières qui étaient dégagées, qui sont forcément irritantes pulmonaires, qu'il y avait aussi du styrène qui pouvait être dégagé. Et le salarié décrivait vraiment une majoration de son asthme les jours travaillés, avec quand même une gêne plus importante dans certains coins de l'entrepôt qui étaient moins ventilés. Ceci a été confirmé par le pneumologue qui avait dû majorer le traitement du salarié. Donc là, l'idée, dans l'immédiat, on n'a pas encore pu faire de mesure dans cet entrepôt-là, mais en tout cas, l'idée, c'était de se dire il faut vraiment diminuer l'exposition de ce salarié-là et des autres, pour le coup, en ventilant l'atelier, en excluant certaines zones. Alors ça a été possible, c'est pas toujours possible, certaines zones du périmètre qui étaient difficiles à ventiler, et puis ça a permis effectivement un maintien de ce salarié-là à son poste de travail. J'en arrive à la conclusion. Aujourd'hui, effectivement, les connaissances montrent qu'on a des dégagements des marchandises tout au long de leur vie, de la fabrication jusqu'au consommateur. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un point de vigilance sur ces éléments-là, de penser qu'il peut y avoir des polyexpositions, qu'il peut y avoir des personnes fragiles exposées, et toujours penser quand même à cette toxicité à long terme. Donc vraiment, c'est insister sur la prévention qui va passer par une ventilation du lieu de travail. Sur la partie container, où là, il y a eu vraiment des accidents graves, c'est un risque qui est vraiment à prendre au sérieux, qui doit être complètement maîtrisé par le biais de ce protocole de déchargement qui va inclure effectivement la ventilation, les mesures et surtout la sensibilisation et l'information des salariés.